Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs du Café Presse Politique, bonjour. Nous sommes mercredi, mais nous sommes en matinée. Nous diffusons dans les conditions du direct. Vous allez pouvoir suivre cette émission dans les conditions du direct cet après-midi. Radio M, la petite radio du Grand Maghreb, qui poursuit ses émissions dans un contexte d'hyper-hostilité, qui le poursuit grâce à vous, grâce au grand public à manifester sa solidarité depuis les attaques que nous avons subies la semaine dernière, le jeudi, avec l'interruption de l'accès au site de radioam.info et du site de Maghreb Émergent, et puis dans la semaine, l'attaque indigne du ministre de la Communication qui nous a accusé d'avoir lancé cette radio avec des fonds étrangers. J'en profite pour remercier le sponsor du Café Presse Politique, Mérinal, qui nous accompagne depuis plusieurs années et qui permet à cet espace de liberté d'expression de se poursuivre. Encore une fois, mille merci. Troisième numéro sans le présentateur du Café Presse Politique, Khaled Rani, détenu en prison à Qoléa, Khaled Rani, à qui nous dédions chacun de ces numéros tant qu'il est en situation de détention. Khaled Rani, arrêté encore une fois parce qu'il exerçait son métier. Il couvrait une activité, à la dernière fois, il couvrait d'ailleurs même pas, une activité de Hirak. Avec nous aujourd'hui, pour rester dans l'esprit du Café Presse Politique, dans un esprit donc de presse, un journaliste, Zoher Aberkan. Zoher, bonjour. Bonjour. Et comme la situation est une situation complexe, politiquement très très complexe, donc nous avons choisi aujourd'hui d'avoir comme invité une personnalité nationale, Sofiane Djilali. Sofiane, bonjour. Bonjour. Président de Djil Jadid, merci de nous rejoindre. Sofiane, vous avez déjà participé au Café Presse Politique dans le studio. Aujourd'hui, vous êtes confiné chez vous et vous allez nous accompagner à partir de chez vous dans cette discussion. Alors là, il devait y avoir avec nous Amira Bouraoui également, mais malheureusement, Amira n'a pas pu se connecter pour le début de cette émission. Je pense qu'on aura du mal à l'avoir en cours d'émission. Et donc, nous allons nous contenter de ce format inédit avec deux invités et un présentateur qui va faire office de troisième participant au panel. Mais si on va commencer par là, c'est la rubrique habituelle, celle de l'image de la semaine. Zoher, qui est à côté de moi, je vais te poser la question en premier. Quelle a été l'image que tu as retenue cette semaine ? Pas d'image particulière dans la mesure où moi je crois que c'est plutôt j'ai des images rémanentes, donc des images récurrentes, notamment celle de Khaled Rani qui est à sa 18e nuit de prison. Et puis derrière tout ça, il y a aussi toute la flopée de convocations, de garde à vue et de... Enfin, il y a du nouveau maintenant, il y a plus que des gardes à vue. Voilà, de garde à vue et des mises sous mandat de dépôt. Donc c'est tout ça, c'est ces images-là que je retiens, donc indépendamment de tout le reste. L'image de la semaine, Sofiane Djilali ? Oui, je pense qu'actuellement, les regards sont focalisés sur l'épidémie ou la pandémie du corona et tous les jours, on apprend des milliers de morts à travers le monde. Avoir la première puissance mondiale, les États-Unis, dans l'état où ils sont, c'est à se poser des questions non seulement sur ce qui se passe, mais que va advenir le monde dans peu de temps. Donc c'est déjà, il y a plus de 100 000 morts en quelques semaines. À quoi va-t-on assister les semaines à venir? Dieu seul le sait. Oui, c'est une situation complexe. C'est d'ailleurs par cela que nous allons démarrer. Est-ce qu'on peut dire, messieurs, que l'Algérie est en train d'éviter le pire, au sens de ce qui s'est passé en Italie, en France, en Espagne? Quand on voit les chiffres, on est à la 7e semaine, 315 morts, même si il doit sûrement y avoir beaucoup de morts qui ont échappé aux statistiques, on peut considérer que c'est un chiffre qui
c'est toujours un peu cynique de le dire comme ça, reste sous contrôle. En termes de facture sociale, c'est quelque chose qui est encore considéré comme acceptable. Moins de 2000 cas, mais là on sait que c'est à cause des textes, moins de 2000 cas avérés. Je répète ma question, est-ce que, et je l'adresse d'abord à Sofiane Djilali, est-ce qu'on peut considérer que peut-être l'Algérie va éviter le pire quand même? En tout cas, c'est ce qu'on espère, qu'on évite le pire. Il faut dire que le pays s'est trouvé face à cette pandémie, alors qu'à l'évidence, ni son système de santé, ni sa situation politique ne lui permettaient de faire face à une telle épreuve. Il est évident qu'on s'en sort de façon miraculeuse jusqu'à présent. Il est vrai qu'il y a eu des mesures, je pense, à temps pour l'essentiel, et que probablement le foyer de l'épidémie en Algérie a démarré un peu plus tardivement qu'ailleurs, ce qui explique les très grands écarts entre ce qui est au cœur de l'Europe, dans le monde développé. En fait, on a de la chance d'être arrivé derrière, avec 15 jours en décalé. Oui, 15 jours à 3 semaines. Mais, c'est à remarquer aussi, c'est sur l'ensemble du Maghreb, même au Maroc, même en Tunisie, qui n'ont pas des systèmes de santé plus efficaces qu'en Europe, mais qu'on se retrouve tous avec des cas bien moindres. En tout cas, c'est une opération extrêmement délicate. Nous la suivons de très très près à Djil Jadid, puisqu'on a une commission santé qui fait partie du conseil scientifique, qui a eu à publier à plusieurs reprises des communiqués, qui est formée d'une quinzaine de médecins spécialistes, j'allais dire à travers le territoire, mais aussi à l'étranger. Et donc on fait des diagnostics extrêmement précis, on essaye de comprendre exactement pourquoi il y a ce décalage, comment on pourrait arriver à cette immunité collective, pourquoi globalement le virus ne fonctionne pas de la même manière qu'en Europe ou aux États-Unis. Donc on peut rentrer dans les détails. Je veux pas. On va poser Sofiane la question Oui. Donc à notre ami Zoher ici présent. Ça permettra déjà qu'il fasse un peu moins de bruit parasite avec son stylo et son téléphone portable. J'entends que ça dans mon casque depuis tout à l'heure et c'était impossible de lui dire d'arrêter et il ne regardait pas dans ma direction. Éviter le pire, je sais que tu es de Blida, Zoher, et donc tu as des nouvelles. Tu as vécu longtemps à Blida et tu as de la famille à Blida. Est-ce que toi, tu as le sentiment, le retour qui te vient on va dire du foyer blidéen, que le gros de la crise est peut-être en train de passer? Enfin, sincèrement, à l'instant T, dire que le gros de la crise est passé, je ne prendrai pas ce risque. Parce que nous n'avons pas suffisamment de retours sur la question. Donc, nous avons des fluctuations de chiffres, par exemple. De jour en jour, on dit que le nombre de décès a diminué de quelques... Mais est-ce que c'est révélateur? Est-ce que c'est effectivement révélateur par rapport à l'ampleur de ce que peut être cette pandémie? On n'en sait rien et personne n'en sait rien. Maintenant, sur les chiffres, je crois qu'il y a quand même une surmédiatisation, ce qui est tout à fait normal, ce qui peut être normal, mais juste pour faire un petit comparatif, j'ai là sous les yeux les chiffres relatifs aux morts à l'échelle mondiale du 1er janvier au 30 mars 2020. Nous avons exactement, au détail près, un peu plus de 14 millions de morts dans le monde, du 1er janvier au 30 mars 2020. Le coronavirus est à 36 000 morts et des poussières. Non, ça c'est le 30 mars, parce que depuis c'est 100 000. Je dis bien au 30 mars. Au 30 mars. Donc nous avons la grippe saisonnière qui est à 119 000 par rapport à 36 000, elle est à 119 000. Et nous avons, si nous remontons dans les chiffres, vous avez le malaria, les suicides, les accidents de la route, etc., qui sont tous des chiffres autrement plus supérieurs aux chiffres du coronavirus. Et vous avez la faim qui a tué 2 755 000 en 3 mois.
Donc voilà, ça des chiffres qu'on peut vérifier, qu'on peut... Donc Bref. ça permet de remettre les choses à l'endroit. Bon, La différence, c'est que quand même, on n'a pas de réponse peut-être aux autres. Non, là je m'explique, c'est-à-dire pour moi je pense que c'est la nouveauté même de cette pandémie, c'est le caractère imprévu, enfin qui a surpris tout le monde, qui a fait qu'on la prenne avec cette... Et c'est vrai que si on laissait propager, peut-être, si on laissait propager cette pandémie, elle aurait eu peut-être des effets encore plus dévastateurs. Maintenant, il y a à 3 mois, après 3 mois de vécu avec cette pandémie à l'échelle mondiale, je crois qu'il y a quand même quelques remarques intéressantes, notamment, moi ce que je remarque, c'est que dans la propagation de la pandémie à l'échelle mondiale, c'est dans les pays les plus aseptisés où on remarque qu'il y a le plus de morts, par exemple. Vous prenez les États-Unis, vous prenez l'Europe, vous prenez... Par exemple, si vous prenez l'Asie et l'Afrique, si on prend l'Afrique dans sa totalité, il y a moins de morts qu'en France. C'est un plaidoyer pour la propagation des microbes et de la protection. Non, je dis qu'il y a quand même des leçons. On n'est pas encore arrivé au stade des leçons. Alors, juste pour rester sur le fil de l'Algérie, le gouvernement doit prendre dans les prochains jours une décision par rapport à la période de confinement. Le 19 avril se termine la période en cours. On a tous relevé qu'en France, par exemple, où il y avait une attente par rapport à la prolongation de cette période de confinement, ça a été 4 semaines d'un coup. Donc en France, ça devrait se terminer le 11 mai. Est-ce que, Sofiane Djilali, vous vous attendez à une prolongation de la même période, et est-ce que vous êtes favorable à une prolongation longue du confinement tel qu'il est? J'ajouterai, est-ce que le confinement doit se renforcer ou est-ce qu'on devrait plutôt le maintenir dans l'actuelle configuration? Je pense que si on a bien compris comment fonctionne cette épidémie, il va falloir adapter le confinement de manière plus intelligente. Il est évident qu'il n'y avait aucune autre solution que d'essayer de bloquer la transmission du virus en empêchant les contacts sociaux de tous les jours dans les marchés, dans les mariages et tout rassemblement qui pouvait faciliter la transmission de ce virus. Mais maintenant, il est évident que ça pose un très grave problème économique. Moi, je voudrais tempérer les propos de votre invité. Il est clair qu'au 30 mars, il y avait encore à peine 30 000 morts, mais entre le 30 mars et le 15 mars, il y a 100 000 morts. Et le 15 avril, pardon, il y a 100 000 morts supplémentaires. Hein. On est largement à plus de 120 000, 130 000 morts. Donc, il faut faire très attention. C'est un virus apparemment recombiné, dont on ne connaît pas très bien son fonctionnement et qui peut, de manière exponentielle, entraîner une mortalité, une létalité excessivement élevée. Est-ce que Sofiane Djilali, parce que je voudrais quand même avoir une réponse claire à ma question, est-ce que vous sentez qu'il y a un lobby de l'économie, hein, on va l'appeler quand même de manière neutre, un lobby de l'économie qui commence à faire pression sur le gouvernement algérien, comme ça se passe ailleurs dans le monde? Aux États-Unis, c'est même pas nécessaire. Le lobby, il est à la tête de la Maison Blanche pour faire reprendre l'activité au plus vite, peut-être au détriment d'une plus grande sécurité sanitaire. Je ne sais pas s'il y a une action d'un lobby, mais il est évident, on est face à quelque chose de clair. Le pays doit fonctionner. L'Algérie a très peu de réserves, très peu de moyens pour faire face. On peut sortir exsangue d'une immobilité économique pendant trop longtemps. Donc il faut réadapter. Il ne faut pas le faire au détriment de la santé publique, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut respecter absolument la distanciation sociale. Il faut faire en sorte que les gens soient protégés, mais vous avez obligatoirement certaines parties de la population qui va devoir reprendre des activités. En tout cas, nous, on avait proposé que les parties du pays qui ne sont pas atteintes soient confinées, mais un confinement positif, c'est-à-dire éviter le déplacement des populations provenant des wilayas lourdement affectés vers des régions et des wilayas non touchées, de manière à laisser ces zones-là très, très actives, qui peuvent fonctionner. Nous avons besoin d'aliments, nous avons besoin d'agriculture qui fonctionne, nous avons besoin de commerce dans ces zones-là.
Oui, alors cette partie-là, elle a fonctionné jusqu'à maintenant. Il va se poser, il est déjà en train de se poser la question du soutien à toute la partie de l'économie algérienne qui n'a plus du tout de revenus. Et une première mesure a été prise par le gouvernement, c'est celle d'octroyer 10 000 dinars aux familles en situation précaire. Ça, le montant, il nous interpelle parce qu'il recoupe l'étude de Caire. Je pose la question à Zohair Aberkan. L'étude de Caire qui propose de verser pendant 3 mois un montant de 10 000 dinars par mois à toute personne faisant partie à peu près de 5 millions de travailleurs du secteur privé, soit formel, soit informel, qui vont être privés de revenus pendant cette période de confinement. La question, c'est est-ce que le gouvernement répond comme il faut à cette question de l'appauvrissement des Algériens qui est en train de se produire? Écoutez, pour être honnête, 10 000 dinars est une insulte. C'est-à-dire donner 10 000 dinars, véritablement, que peut-on faire avec 10 000 dinars aujourd'hui sur une durée d'un mois La différence, c'est que justement, c'est par ménage en plus, c'est pas par personne. Voilà. Donc, surtout si on a à charge 3, 4, 5 personnes. Deuxièmement, même avec 10 000 dinars, je ne pense pas où est la ressource. Cette ressource-là qui va permettre donc de mobiliser Parce que si on considère que nous avons 6 millions à peu près de gens qui se retrouvent sur le carreau, si on compte les gens du secteur privé qui ont vu leur contrat arrêté, si on considère tous les gens qui vivent d'activités journalières et de l'informel, il y a aussi tout ça, donc je ne pense pas, il faudrait d'abord trouver cette ressource. Ensuite, moi je crois que l'économique, enfin ce retour à l'économique, parce qu'en fait, quelque part on serait obligé de revenir donc à ça pour la simple raison que même pour maintenir ce confinement à un niveau acceptable, il faudrait qu'il y ait de la ressource derrière. C'est-à-dire ne serait-ce que pour, par exemple, alimenter les marchés et même pour le secteur de la santé. Le secteur de la santé a besoin de moyens, il a besoin d'équipements, donc il faudrait que l'industrie se remette en marche. L'erreur a été commise, par exemple, le jour où on a décidé le confinement total de la wilaya de Blida et du coup on a fermé le marché de gros, de Boufadik. Et Alger se retrouvait pendant 2 ou 3 jours sans... Depuis, on peut dire que ça a été relativement corrigé. Bon. Sur cette question du soutien aux populations sur le carreau, pour utiliser la formule de Zohair Aberkan, que dit Gilles Jadid, Sofiane Djilali? Écoutez, il faut faire avec ce qu'il y a. Si le pays peut se permettre de subventionner les familles les plus fragiles, les plus marginalisées, ne serait-ce qu'avec 10 000 dinars, je pense que ça serait les bienvenus et on verra comment les gens vont avoir ce besoin-là. Il est évident que 10 000 dinars, ce n'est rien pour celui qui a un mode de vie, disons-le, à peu près normal. Mais pour beaucoup d'Algériens, 10 000 dinars, ça fait au moins la semoule, ça fait un peu le lait, ça fait le pain. Et on sait que le pays, de ce point de vue-là, n'offre pas grand-chose pour la majeure partie de la population. Il y a eu un chiffrage, Sofiane Djilali, le Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, pour sa proposition de 10 000 dinars par mois pour 5 millions d'Algériens, c'est 150 milliards de dinars à trouver. Eux proposent carrément que le Trésor ait recours à la planche à billets à partir du moment où ils considèrent que la planche à billets finance déjà les fonctionnaires. Et donc, il n'y a aucune raison pour que ça ne finance pas aussi un dispositif d'aide, de secours qui est appelé revenu de secours, revenu d'urgence Covid 2020. 150 milliards de dinars sur 2200 milliards de dinars du budget de fonctionnement. Adjid Jadid, vous considérez que c'est quelque chose un écart par rapport à la, entre guillemets... Faire cet effort. Oui, il faut faire cet effort dans une situation où il faut qu'il y ait une solidarité agissante. Et on ne peut pas laisser les Algériens à la marge. On sait que dans tous les pays du monde, il va y avoir beaucoup de chômage. Les États-Unis, en 3 semaines, ont enregistré pratiquement 17 millions de nouveaux inscrits au chômage. C'est une catastrophe qui est devant nous. Et on ne peut pas se permettre de laisser les Algériens sur la marge. Maintenant, cette histoire, pour reprendre le confinement, il faut bien savoir que le confinement n'allait pas arrêter dans l'absolu la pandémie. Il a donné un laps de temps pour que les gouvernements réagissent, pour qu'ils s'équipent, pour qu'ils mettent les surfaces qu'il faut, les lits pour les hôpitaux, etc. Mais il n'y a qu'une seule chose qui va au final arrêter cette pandémie, c'est lorsqu'il va y avoir une immunité collective suffisante. Et pour cela,
deux moyens, soit la vaccination et il n'y a pas de vaccin, soit la contamination mais progressive. Donc il faut alléger le confinement, le virus va continuer à circuler, on va continuer à vivre ou à cohabiter avec le virus pendant plusieurs mois et très probablement avec des résurgences cycliques. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on a l'impression que la pandémie est finie et puis d'un seul coup, ça repart quelque part. Il y aura du nouveau un confinement, etc. Donc, c'est un problème qu'il va falloir gérer, non pas sur les quelques semaines d'ici à ce que ce confinement soit levé, mais sur plusieurs années, très probablement. Alors, évidemment, dans le contexte de la pandémie, la politique ne s'est pas arrêtée. Dans chaque pays, il y a des enjeux propres au pays qui ont fonctionné, qui se sont articulés avec la lutte des gouvernements contre cette pandémie. Aux États-Unis, on est en pleine campagne électorale. Le président Trump vient d'annoncer un cadeau aux contribuables américains en coupant les contributions américaines à l'Organisation mondiale de la santé, 500 millions d'euros par an, 500 millions de dollars par an, pour dire qu'on ne va pas donner de l'argent à cette organisation qui n'a pas su gérer cette pandémie. Chacun y va avec son agenda politique. En Algérie, Zouheir Aberkane, l'agenda politique du président Tebboune et de manière générale du régime qu'il est en train de construire à nouveau autour de lui, n'a-t-il pas été de profiter du confinement pour essayer de mater le mouvement populaire en poursuivant, en mettant en prison des activistes, comme on vient d'en parler à l'instant. Il y a eu encore, pas plus tard qu'hier, un activiste de Hirak, Zakaria Boussaha, qui a été mis en détention provisoire à Annaba avec 5 chefs d'accusation. Donc la question c'est, est-ce que le pouvoir est en train, le président Tebboune, puisqu'il faut le personnaliser aujourd'hui, le pouvoir, est en train de profiter du confinement pour essayer de régler des comptes et peut-être essayer de ramener l'Algérie au 21 février 2019 ? C'est ce qui semble se profiler à l'horizon. Soufiane, toujours avec nous ? Oui, parce que j'ai entendu comme si ça s'était coupé. Oui. Donc je disais, c'est ce qui semble se profiler à l'horizon, enfin depuis un moment, et c'est inquiétant à plus d'un titre, parce que là ensemble, pas plus tard que tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un qui a été justement convoqué par les services de la police judiciaire, et je lui ai dit c'est à quel propos. Il m'a dit que c'était par rapport à des actions qui se sont passées pendant le Hirak. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train aujourd'hui de régler d'anciens différends, si on peut appeler ça ainsi, avec les activistes du Hirak. Et ajouter à cela, la nouveauté, c'est surtout les publications Facebook qui sont passées au crible et donc qui sont retenues aussi comme grief contre ces activistes. Donc à mon avis, les faits sont têtus, les faits sont là. On semble effectivement que cette trêve décrétée unilatéralement, puisque c'est ce qui semble être le cas par le Hirak, ne soit pas respectée par les pouvoirs publics, qui continue donc sur une lancée qui est pour le moins... Alors, qui continue, Zouheir Aberkane, sur une lancée, ça laisse entendre quand même que la répression existait déjà avant le début du confinement. Enfin, absolument. C'est pas un changement d'attitude. Ce n'est pas un changement d'attitude, c'est toujours dans les... Et j'ajouterais que même avec les derniers développements, je ne pense pas que les choses puissent changer beaucoup, peut-être formellement, mais dans l'esprit, dans l'essence même de ce système. Donc, ce côté répressif, je crois, est très présent dans ce système, fait partie de ce système. Donc, on ne peut pas, je ne pense pas qu'il puisse déroger à cette règle. Soufiane Djilali, est-ce que vous avez aussi ce sentiment que quelque chose a peut-être changé à la faveur de la crise du coronavirus et la tentative de faire taire, de finir de faire taire le mouvement populaire à cette occasion? Qu'il y ait des changements, probablement il y a des allers-retours, il y a des hésitations, il y a par moments on relâche la pression, d'autres moments on reprend la pression. Je pense que ni d'un côté ni de l'autre, tout est blanc ou tout est noir. C'est quoi l'autre côté? L'autre côté, c'est-à-dire le pouvoir d'un côté et le Hirak de l'autre.
Il y a des excès des deux côtés, si j'ose dire, et il y a... Le Hirak est à la maison depuis 3 mois, 3 semaines. Hein. Les excès du Hirak, c'est de rester à la maison en ce moment-là. Oui, je ne remets pas en cause ça, mais le problème, c'est que dans le Hirak, il y a eu aussi des attitudes extrêmement radicales. Et parfois, il y a eu des incitations à des gestes qui ne sont pas acceptés, même dans la plus grande des démocraties. Donc, il faut remettre les choses en ordre. Maintenant, est-ce qu'il faut faire tomber un jugement définitif sur ce qui se passe? Moi, je ne le ferai pas. Il y a, je l'ai dit à plusieurs reprises, la possibilité que le pays évolue dans le bon sens, comme il peut régresser et repartir vers les anciennes habitudes où tout est fermé et tout est sous contrôle. Je pense que nous sommes... Nous sommes toujours dans un entre-deux, c'est ça? Nous sommes absolument dans un entre-deux. Je pense qu'il faut qu'il y ait de l'intelligence de part et d'autre, qu'il y ait de l'écoute. Nous avons besoin maintenant de rentrer dans une nouvelle phase où les Algériens se parlent, mettent en place des règles du jeu acceptables par tous et qu'on laisse la démocratie et surtout l'état de droit fonctionner. Nous ne sommes... On laisse l'état de droit fonctionner, ça veut dire qu'il est en place et qu'il y a des gens qui perturbent son fonctionnement? Non, nous ne sommes pas dans un état de droit. Simplement, j'ai le sentiment que parfois les gens confondent entre le droit et l'État. On a l'impression que pour avoir le droit, il faut détruire l'État. Et ça, c'est pas bon parce que sans État, il n'y a pas de droit. Il y a une limite quelque part à faire et c'est cette dialectique ou ce rapport qui est en train de s'instaurer entre chacun pour que tout le monde connaisse les limites qu'il doit respecter parce que la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres. Alors, tout de même, on a beaucoup parlé de la période de grâce d'un nouveau président. C'est un peu la coutume un peu partout dans le monde. La période de grâce, c'est généralement 100 jours. Radio M a été attaqué et son site coupé. Nous, on veut pas trop rentrer dans les raisons. Hein. Je dis, quand quelqu'un est torturé, on veut savoir pourquoi il a été torturé. En fait, on devrait d'abord se poser la question pourquoi, et stigmatiser le tortionnaire. Et donc, on ne veut pas beaucoup rentrer dans ce débat. Mais il semblerait que cette question du bilan des 100 jours, j'ai moi-même signé un papier qui s'intitule « Les 100 jours de malheur de Abdelmajid Tebboune » pour le mettre en face de ses promesses des premiers jours. Les promesses des premiers jours, vous avez été récipiendaire de ces promesses-là puisque vous avez été à la présidence accueilli par le nouveau président. Est-ce que vous considérez que en termes de trajectoire politique et en termes de volonté de changement et de volonté de réforme, Abdelmajid Tebboune a satisfait vos attentes, celles qu'il vous a laissé entrevoir lorsque vous l'avez rencontré? Non, je pense que le programme qui a été présenté avec son échéancier n'est pas mis en application, tout simplement qu'il y a eu l'intrusion d'une pandémie exceptionnelle. La pandémie en Algérie, c'est le mois de mars, hein, et les premières arrestations, le retour en arrière donc dans la démarche de la présidence et du pouvoir en général, elle date d'avant l'arrivée de la pandémie quand même. Oui, mais avant la pandémie, il y avait justement un rapport de force qui a commencé à s'installer dans la rue. Après l'élection, vous le savez très bien, Adil Jadid, nous étions contre cette élection. On a dit qu'elle allait compliquer la situation par la suite. Et en effet, on s'aperçoit bien entendu que ça n'a pas réglé les problèmes de fond. Maintenant, à partir du moment où le président Tebboune a dit je veux bien écouter le Hirak, je veux bien discuter avec le Hirak, je veux qu'il y ait une ouverture, la réponse a été par une partie de ceux qui se sont parfois autoproclamés porte-parole du Hirak comme un refus total et radical. Pendant qu'il disait « je t'en mets la main », on lui disait « on ne te reconnaît pas, tu es illégitime, tu dois t'en aller », etc. Et à partir du moment où il y a eu cette volonté de mettre la pression en faisant une manifestation supplémentaire le samedi, puis le dimanche, avec les attaques excessives à travers les réseaux sociaux en particulier, d'ailleurs une très grande partie des Algériens qui étaient partie prenante du Hirak se sont mal sentis et on avait le sentiment qu'il y avait une autre opération derrière. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une différence à faire entre un État
et un régime. À partir du moment où les principaux acteurs du régime étaient tombés et qu'ils étaient derrière les barreaux, que les dossiers étaient en train de s'ouvrir, qu'il y avait la promesse d'un changement radical en commençant par la Constitution. Vous considérez que Tebboune a apporté la promesse d'un changement radical? Oui, absolument. Il l'a dit à plusieurs reprises. Et ce changement radical ne peut pas venir par une baguette magique. Donc, ce qui a gêné sa volonté de changement, c'est finalement le Hirak. Non, ce n'est pas le Hirak. Si, vous avez dit qu'une grande partie du Hirak a refusé la main tendue de Tebboune, c'est bien ce que j'ai compris. Un changement de cette ampleur demande un minimum de temps. Le legs du régime Bouteflika est immense dans sa partie négative. Il faut remettre de l'ordre dans la maison, un minimum de choses. Et là, je pense que certains autoproclamés porte-parole du Hirak n'ont pas joué le jeu. Ils ont jeté de l'huile sur le feu sans arrêt. Et donc, vous faites référence au mouvement Rachad et à Zitot à partir de Londres, ou vous faites référence à des acteurs présents ici en Algérie? Il y en a eu à l'étranger et ici. C'est clair, il y a eu une forme d'alliance, peut-être objective en tout cas, même si elle n'est pas faite de manière formelle, mais c'était la vérité. Alors, personne ne voulait accepter qu'il y ait cette évolution-là. Maintenant, il est clair que le président Tebboune n'apporte pas tout le changement qu'on souhaite, mais il y a un changement qu'il faut rentabiliser. Il faut essayer... Lequel? Le changement, les promesses qui ont été données. D'abord, il y a des changements de visage, de personnes. C'est très important. Ensuite, il promet un changement de structure. Et c'est là où il fallait accepter de dialoguer pour qu'il y ait un changement constitutionnel. Or, j'ai remarqué que ceux qui réclamaient une constituante avant l'élection présidentielle, avec l'argument fort d'ailleurs, que peut-être le président qui viendrait ne veut plus se défaire des prérogatives que lui donne cette constitution, eh bien, généralement, c'était eux qui refusaient ensuite qu'il y ait un changement de constitution en disant, bon, cette constitution, on la garde, faisons d'autres changements d'abord. Donc, ces contradictions-là, sur le fond, me font poser des questions. Oui. Des questions. Une seconde. Zoher, oui, on va parler aussi de la position du PAD, il n'y a aucun problème. Zoher, est-ce que la semaine dernière, je t'ai repris, à un moment donné, tu disais que le mouvement populaire avait refusé d'une certaine façon la main tendue de Tebboune parce que Tebboune avait été intronisé par les militaires, et donc à partir du moment où sa fonction, il l'occupait de manière illégitime, c'est un mot d'ordre consensuel dans le Hirak, on ne peut pas le nier. Tous les mots d'ordre ne sont pas consensuels, mais celui-là est consensuel. Est-ce qu'on peut corroborer les propos de Sofiane Djelali pour dire qu'il y a peut-être du côté du Hirak aussi une responsabilité? Je parle du mouvement populaire, je ne parle pas des élites politiques, du PAD ou d'autres, ou du mouvement associatif, etc. Je parle du mouvement tel qu'il s'exprime, notamment le vendredi dans les rues. Est-ce qu'on n'a pas suffisamment observé, pris acte de la volonté de dialoguer de Abdelmadjid Tebboune? Moi, je crois qu'il y a une responsabilité du Hirak, elle est historique, elle est par rapport à l'histoire. C'est-à-dire que c'est un mouvement qui a pris sa responsabilité face à ce legs justement de Bouteflika qui s'est tellement enraciné, qui est tellement présent qu'on a assisté en fait à un 5e mandat sans Bouteflika. Ça, c'est une... Si maintenant on considère, parce que là, ce qui est grave, c'est de considérer que l'élection du 12 est une élection démocratique, donc, et que le Tebboune a été élu par de larges franges de la population, alors que c'est faux, c'est archi faux. Maintenant, une chose est sûre, c'est que le Hirak ne s'est jamais attaqué à l'État, c'est-à-dire à l'État en tant que... il s'est attaqué à des symboles de ce qu'il appelle l'Aïsaba, ces restes du système Bouteflika. C'est à cela qu'il s'est attaqué. Je ne pense pas que sa responsabilité, enfin, s'il y a une responsabilité, et elle est entière, c'est celle du régime en place qui a manœuvré, qui a tout fait justement pour éviter d'appliquer,
pour revenir au Hirak, d'appliquer les fameux articles 7 et 8. Soufiane Djellali, puisque Zouhair Abrkan parle de la responsabilité du régime ou de ce qui reste du régime de Bouteflika en place et qui a empêché le dialogue, est-ce qu'on ne peut pas quand même, quelque part, considérer la question des détenus comme étant vraiment la question qui a empêché ce dialogue, parce que c'était un peu le critérium qui aurait dû créer de la détente et permettre de s'instaurer un minimum de confiance. Et les détenus, finalement, sont restés. Les détenus, il y a eu cet élargissement du 2 janvier, mais après, les principales figures du Hirak sont restées en prison. Quelques-unes ont été libérées et sont revenues. C'est le cas de Samir Blarbi. Et finalement, le cycle de la répression a redémarré avec l'arrestation, entre autres, de Khaled Rani et d'autres figures de l'activité. Khaled Rani étant un journaliste, il a été attaqué dans l'exercice de sa profession. Est-ce que ce n'est pas quand même cette question des détenus qui a parasité la volonté, entre guillemets, réformatrice de Abdelmajid Tebboune? Écoutez, juste avant de revenir à cette question, je voudrais juste reprendre M. Zouhair Abrkan. D'abord, personne, à mon sens, en tout cas pas moi, personne n'a dit que l'élection du 12 décembre a été une élection démocratique et dans les normes. Il est clair qu'il y a eu une volonté de ne pas laisser la présidence vacante, que Gaïd Saleh en particulier voulait absolument coûte que coûte cette élection et que ça ne s'est vraiment pas déroulé dans les normes. Mais est-ce qu'on pouvait faire une élection dans les normes à ce moment-là? C'est une autre question. Deuxièmement... Sofiane Djellali, une grande partie de l'opposition et du mouvement populaire proposait de ne pas commencer par une présidentielle. On peut rappeler ce point de vue quand même, hein, il existe. Bien sûr, oui. Bien sûr. Et je pense que ce qui s'est passé montre quand même que ce n'était pas très safe de commencer par une présidentielle, parce que les conditions de l'exercice démocratique d'une présidentielle n'étaient pas là. Je rappelle qu'au moment où Ahmed Gaïd Saleh a convoqué le corps électoral, on peut le dire comme ça, hein, qu'il a intimé l'ordre à Abdelkader Ben Saleh de le faire, au même moment, les arrestations de figures du mouvement populaire étaient en train d'être arrêtées les unes après les autres. Donc voilà, les conditions d'une élection, à ce moment-là, il y avait peut-être lieu de commencer le dialogue avant d'aller à l'élection. Il me semble que le bon agenda, c'était pas de commencer par une présidentielle. Eh ben absolument, absolument. Et je rappelle simplement que le 6 juillet, il y a eu une réunion à l'initiative de certains partis politiques et d'associations de la société civile, et participés ont été absolument stigmatisés par une partie qui se dit porte-parole du Hirak. Et c'est le deuxième point sur lequel je voulais revenir. Il est trop facile pour que les gens disent ceci fait consensus, ceci c'est la position du Hirak. Non, le Hirak n'est représenté par personne. Personne ne peut dire que le Hirak a décidé ou n'a pas décidé. Et là se situe le problème, c'est que une partie de l'élite, une certaine élite, a décidé que le Hirak lui appartenait et elle coupait les têtes qui ne lui convenaient pas systématiquement. Et c'est là où on tombe sur un problème qui est peut-être inhérent à une forme de culture chez nous, où il y a toujours ce rapport de dominant à dominé, où chacun veut devenir un parti unique, c'est la pensée unique. Donc, voyez, y compris des prisonniers qui, pendant des mois, ont vu leur nom porté au nu par la rue, et une fois sortis, ils ont été cassés, brisés. Et ça s'est fait systématiquement. Donc, il y a un gros problème là-dessus. Je vois pas à qui vous faites référence, Sofiane Djellali, qui a été qui est sorti. Connaissant plus ou moins, On a derrière la vitre l'ancien président de Raj détenu qui passait nous saluer, Hakim Haddad, qui hoche la tête, qui a été cassé après avoir été porté au nu, et après ça. Sûrement pas le commandant Bourga, déjà, pour commencer. Bon. Boumala, Samir Blarbi, je sais pas. Voyez les réseaux sociaux. Voyez les réseaux sociaux. On parle du Hirak, on ne voit pas les réseaux sociaux, on parle du Hirak, on parle des gens qui marchent parmi le peuple et le peuple hirakiste, hein, voilà, et qui sont accueillis les bras ouverts. Enfin, on n'a pas vu quelqu'un être poursuivi après avoir été en prison. Non, mais
Soyons honnêtes avec Dans les réseaux sociaux, on ne sait pas qui est qui. C'est un problème. On connaît l'activité du Doubab. On parle des gens qui descendent dans la rue, les gens qui descendent dans la rue, qui ont été prisonniers et qui sont descendus. Alors, peut-être, Sofiane Djellali, on peut être d'accord pour dire que ces personnalités ne sont pas considérées comme des leaders, et c'est peut-être tant mieux. Ils ne sont pas considérés comme des leaders du Hirak. Mais de là à dire qu'elles ont été détruites après être sorties de prison, je n'arrive pas à suivre le raisonnement, franchement. Bon, c'est une évaluation, mais l'essentiel est que normalement, ce mouvement populaire doit être fondé sur des valeurs démocratiques. À partir de ce moment-là, il ne peut être que pluriel, il ne peut pas être unique. Tout le monde était d'accord pour qu'il y ait un changement de système. Comment y arriver? Par quelle voie? Que proposer ensuite? Tout cela devait être discuté. Et pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, si une élection dans les conditions actuelles ne pouvait pas être démocratique, je ne pense pas qu'une désignation d'une transition de personnes, on ne sait pas comment elles auraient été choisies, soit plus démocratique. Donc il fallait aller de l'avant. Il y a maintenant devant nous un état de fait. Il faut sortir le pays de la crise dans laquelle il est et il faut construire quelque chose de nouveau. S'il y a une prise de conscience de la part de tout le monde et qu'on accepte d'aller vers la construction de quelque chose de nouveau, ça devient possible. Mais si on est dans le nihilisme absolu et on refuse tout, à ce moment-là, le système va se régénérer à notre détriment. Zohair Aberkan, Sofiane Djellali a dit qu'il fallait du temps pour, on va dire, engager un changement après les années Bouteflika qui laissent un champ de mine derrière elle, ces années-là. Alors, du temps, est-ce que le temps, c'est pas déjà le temps de changer la hiérarchie de l'ANP qui est celle qu'a laissée Ahmed Gaïd Salah et qui était sur une ligne de répression, enfin on va dire en gros du mouvement populaire, en tous les cas du refus du dialogue. Ahmed Gaïd Salah l'a toujours assumé, l'a toujours insulté le mouvement populaire à différentes reprises pendant ses discours. Et est-ce que la première mission que Abdelmadjid Tebboune devait engager en commençant pour pouvoir devenir la figure du changement et essayer d'engager cette réponse au mouvement populaire, est-ce que c'était pas de déminer et de changer la hiérarchie de l'ANP largement orientée Ahmed Gaïd Salah et répression du mouvement populaire? Et pour être précis dans ma question, est-ce qu'il n'est pas en train de le faire ces jours-ci? On va rentrer dans le détail de ce qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas si on est dans une phase de dégaïdisation, si je peux appeler la chose ainsi. La formule est déjà sortie sur les réseaux sociaux, mais on peut te l'attribuer. Dégaïdiser comme on a déboumdisé et déchadisé. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des recompositions qui se font. Donc, il y a un recentrage qui est en train de se faire. Et je crois que pour le moment, ma fameuse résultante dans le polygone de sustentation que j'avais évoqué la dernière fois, donc cette résultante-là est en train de se positionner du côté de Tebboune et de la présidence. Je rappelle la théorie, le polygone qui permet l'équilibre de l'édifice. Voilà, qui permet un équilibre de l'édifice. Donc là, je pense qu'on est en train d'aller, cette résultante est en train de se positionner sur le point Tebboune présidence. Et on comprend beaucoup mieux. En ce moment, avec ce qui se passe, les derniers développements, on comprend la nomination de Mjahid en février. Donc le général à la retraite, Abdelaziz Mjahid, oui. Donc elle prend toute sa signification aujourd'hui. Maintenant, dans les faits, est-ce que cela va impacter, va avoir des répercussions sur peut-être le cours des événements? Je ne sais pas. On le souhaite. On souhaiterait qu'il y ait moins donc d'actes de répression, d'autant plus qu'on parle aussi de rouvrir certains dossiers, y compris de généraux qui ont été emprisonnés, puisque aujourd'hui on arrive jusqu'à, je crois, 17. Avec Wassini, Bouazza, on est à 17 généraux qui sont en prison. Donc pour certains, il semblerait que... Mais je ne sais pas, bon, là, les arcanes du pouvoir, tout comme les voies du Seigneur, peuvent être impénétrables. Je ne sais pas, on le souhaite, on souhaiterait qu'il y ait que au moins, du moins, les services de sécurité donc, se recentrent sur leurs missions fondamentales, donc revenir aux fondamentaux, qui sont de préserver donc, la sécurité nationale, qui sont de préserver, mais pas de s'attaquer donc, comme ça
aux Facebookistes, aux Hirak, aux éléments de Hirak, etc. Sofiane Djilali, Jil Jadid a suivi de près, évidemment, comme tous les partis politiques, l'évolution de la situation au sein du pouvoir, et on sait très bien que cela passe beaucoup par l'auscultation de ce qui se passe du côté de l'ANP. Est-ce que vous considérez qu'il y a une évolution importante dans ce qui s'est passé ces derniers jours? Je rappelle le général Qaïdi qui a quitté la coordination des services de sécurité pour aller vers une fonction un peu plus institutionnelle, emploi, ressources, emploi, programmation à l'ANP. Et le général Ouassini, là c'est beaucoup plus hard, qui a été démis de ses fonctions et semble-t-il mis aux arrêts. Le directeur de la sécurité intérieure, qui a joué un rôle important pendant ces dernières années, puisque, vient de le rappeler Zohair Abrkan, il a traité la plupart des dossiers, et notamment des dossiers de répression du mouvement populaire et au-delà du mouvement populaire de certains paliers. Je pense notamment à Alirderi, à Bourga, etc., qui ont eu affaire directement à la caserne de Antar. La question c'est, est-ce que ce changement-là augure d'une mise en route en fait d'un programme qui ressemblerait un peu à ce que vous a promis Abdelmajid Tebboune lorsque vous l'avez rencontré? Bon, pour être clair, ce que le président m'avait exposé ou expliqué ou clarifié, ce n'était pas avec les détails sur ce qui allait se passer à l'intérieur de l'armée. Bien entendu, c'était sur le plan purement politique. Moi, je ne suis pas dans les secrets, dans les arcanes du pouvoir, mais il est évident que l'institution militaire est extrêmement sensible, étant au cœur de l'État algérien, comme chacun le sait. Juste par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai entendu la remarque que nous étions en fait dans le 5e mandat. Remettons-nous au 21 février 2019. Je me remets au 21 février 2019. Le CPP se tenait. Les deux sites de Radio F, Radio 1.info et de 2 secondes, parce que et de Maghreb émergent n'étaient pas suspendus. Khaled Darni était en liberté. Karim Tabou n'avait pas fait un AVC devant un semblant de procès. Et Mouatana, nous étions ensemble à Mouatana, arrivés à tenir des réunions pour essayer de contrer le 5e mandat. C'était quand même aussi un peu ça le 19 ou le 21 février 2019, si tu permets, Sofiane Djilali. Oui, est-ce qu'on pouvait penser à ce moment-là que Bouteflika ne sera plus là, que le régent, son frère régent, ne serait plus là et il serait derrière les barreaux? On doit se contenter de cet acquis? Pardon, qu'il y ait 17 généraux aujourd'hui, à tort ou à raison, qui sont en prison, qu'il y ait 24 ministres de Bouteflika en prison. Si vous considérez qu'il n'y a eu aucun changement, quel est le changement qu'on peut attendre à ce niveau-là de façon aussi éclatante? Sofiane, est-ce que vous avez évoqué la possibilité, si le Hirak ne fait pas attention, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de sortie de crise positive, oui, que le système se régénère? Absolument. Voilà, c'est vrai. Et donc vous reconnaissez que tout ce que vous avez évoqué comme acquis entre guillemets du mouvement populaire, ces arrestations, etc., oui, ne suffisent pas pour empêcher une régénérescence du système. Ça suffit pas. Absolument. Il faut maintenant qu'on rentre dans la construction de l'état de droit. Nous n'y sommes pas encore. Et malheureusement, je souhaite qu'il y ait des concitoyens, pour des raisons politiques, en prison. Et vous le savez très bien, j'ai pris position à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, j'ai été très étonné des attaques systématiques dont j'ai fait l'objet, parce que j'avais porté au plus haut niveau de l'État la défense des détenus d'opinion. Lorsque j'ai parlé au président Tebboune qu'il fallait libérer, c'est moi qui ai reçu les attaques de ceux qui apparemment voulaient bien qu'il y ait encore des prisonniers pour jouer de cette carte-là. Je le regrette. Donc, ce que je souhaite, c'est qu'on aille vers de vraies libertés, renforcées par la loi, qu'il y ait une mise à plat des règles du jeu politique, qu'il y ait une véritable liberté démocratique au niveau des médias, mais que de l'autre côté, il y ait un respect au minimum et qu'on sorte des invectives et des insultes. Donc vous considérez que les invectives et les insultes justifient la répression? Non, je ne dis pas ça. Mais il y a des dérapages aussi par le biais des médias. Et on l'a vu sur des années où on a détruit des gens.
Je n'ai pas besoin de renommer les chaînes de télévision et les journaux qui jouent de cela. Donc, il faut en finir. Il faut protéger les citoyens dans leur liberté. Allô? On a perdu Sofiane, hein? On a perdu Sofiane Djilali. On va poser une question directe quand même. Oui, bien sûr, il faut rappeler Sofiane Djilali, on l'a perdu, la communication a duré longtemps. On approche de la fin de cette émission. Zohaira Berkane, tout de même, la chute de, on ne peut pas dire du puissant, parce qu'il est quand même tombé assez vite au bout d'une année, du directeur de la sécurité intérieure, le général Wassini Larj. Bouazza, pardon. Wassini Larj étant un auteur, je retire, je suis interpellé. Le général Wassini Larj, elle va rester dans les annales, celle-là. Oui. Que nous saluons, l'auteur. Oui, on peut dire. Est-ce que ça peut augurer, j'ai repris Sofiane Djilali, hein, c'est la question s'adresse. Allô, de retour avec nous? Oui, oui. Oui, de retour. Donc, je pose une question directe. Est-ce qu'il y avait un axe dans l'ANP qui était des hardliners, un axe dur qui a, on va dire, régressé, hein, il y a donc on parlait de cette arrestation, cette démission-arrestation de Wassini Bouazza, du général Wassini Bouazza, j'ai dit Wassini Larj pendant ton absence, Sofiane Djilali. Est-ce qu'on va s'attendre à des mesures d'apaisement les prochains jours, partant de l'idée que, parce qu'on parle aussi d'un axe qui va jusqu'au garde des Sceaux, au ministre de la Justice, est-ce qu'il faut s'attendre à une reprise de l'agenda du 2 janvier lorsqu'il y a eu 70 libérations, on peut considérer que ce moment-là, c'était Tebboune qui l'avait obtenu. Le général Gaël Saleh était déjà décédé depuis une semaine. Donc, est-ce que, Zohaira Berkane, tu t'attends à des mesures de ce type-là après ce qui s'est passé comme signe d'une nouvelle orientation ou pas? Enfin, c'est assez risqué de me prononcer sur cette question pour la simple raison que moi, je considère que ce qui s'est passé, c'est que Wassini Bouazza, et ça a été connu, enfin c'est connu dans l'histoire des services, etc., c'est que quand on dispose, quand on a en sa possession des dossiers, c'est des dossiers qu'on n'utilise jamais. C'est-à-dire lui, je pense qu'il a outrepassé cette règle, et donc il y a un code d'honneur dans ce que j'appellerais, moi, le cartel des généraux, pas cartel au sens, mais comme groupement. Donc il y a eu un manquement donc, à cette règle d'honneur. C'est ce qui lui a valu ses déboires. Et donc c'est pas une orientation politique? J'ai mis quelques doutes parce que vous savez, les dossiers, en fait, ces fameux dossiers dont on parle, ils étaient en possession de qui? En possession de Gaël Saleh. Et désormais de son secrétaire particulier, voilà, qui est réfugié aux Émirats Arabes Unis. Gaël Saleh qui ne les a jamais utilisés au sens... mais c'était un peu une sorte d'épée de Damoclès. Dans l'histoire de ce pays, on a toujours rencontré des gens qu'on appelait des gens des dossiers. Par exemple, Qasdi Mirbah, par exemple, Toufik. Qu'il n'a pas utilisé, il est en prison aujourd'hui et on n'a pas l'impression qu'il les a utilisés d'ailleurs. Bon. Non, Toufik, c'est une autre. Je pense que c'est une autre. Ça relève plutôt du règlement de compte que des effets, comme disait M. Sofiane Djilali, de résultats du Hirak. Non, c'est plutôt. On a plutôt utilisé donc le Hirak pour régler des comptes. Ça, c'est... Maintenant, ce que je souhaite effectivement, c'est qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, qu'on puisse revenir sur, donc rouvrir ces dossiers, ces accusations. Par contre, ce qui est inquiétant au même moment, c'est que il y a cette persistance de la répression. De la répression, mais aussi il y a des appels au niveau des cours. C'est-à-dire là, il y a beaucoup d'appels qui remettent en cause des décisions de justice. Par exemple, dans le cas de l'FTC, etc., donc il y a eu relax avec restitution donc, des drapeaux, etc. Et là, il y a donc le procureur qui fait appel de cette décision. Donc on peut s'attendre, soit si on s'inscrit donc, dans cette démarche d'apaisement, et je pense que pour Tebboune, ce serait tactiquement, ce serait la seule façon d'agir en ce moment particulier, donc de donner quelques assurances.
S'ils ne le font pas, c'est qu'ils sont vraiment dans la logique même du système, c'est-à-dire c'est un système qui s'acharne, donc dans l'acharnement, etc. Soufiane Djilali, est-ce que, donc lecture des derniers, est-ce qu'on peut s'attendre à une réorientation politique ou est-ce qu'on va finir par comprendre qu'il y a juste eu un problème de reprise en main d'un service qui est important, mais pour la même feuille de route, c'est celle de, en gros, maintenir le système comme vient de le dire Zouhair Aberkane. On va attendre pour voir ou il y a une vraie deuxième opportunité pour Abdelmajid Tebboune? Non, il y a une opportunité à chaque fois d'aller de l'avant. Moi, je n'ai pas le détail de ce qui se passe à l'intérieur, mais il est évident que la meilleure voie pour le pays est d'aller vers l'apaisement. Il faut relâcher les prisonniers, il faut réouvrir les médias, il faut que tout le monde joue le jeu de la démocratie apaisée. Donc, c'est vers cette voie-là qu'il faut y aller. C'était le contenu de notre dernier communiqué du Conseil politique de Djil Jadid. Aujourd'hui d'ailleurs, il a été publié dans certaines presses. Donc, il est important qu'on aille vers l'apaisement, vers le retour à des fondamentaux, des promesses du président de la République, c'est-à-dire mettre en branle un véritable changement institutionnelle, en commençant par la Constitution, mais de manière consensuelle, avec un vrai dialogue pour aboutir enfin à une constitution de l'Algérie et non pas à une constitution d'un président ou d'un groupe qui détient le pays. Merci Zouhair Aberkane, merci Soufiane Djilali d'avoir participé à ce numéro un peu olé du Café Presse Politique. On aurait dû se retrouver à 3 sur le plateau. Amira était souffrante, on a essayé de la joindre à la maison. J'espère qu'elle va se rétablir rapidement. Merci beaucoup d'avoir éclairé nos auditeurs. Je rappelle que Radio M continue de travailler, continue d'émettre. Vous allez pouvoir écouter comme tous les jours de la semaine l'émission Maranaj Sektin qui est totalement dédiée au confinement, à la lutte des Algériens contre la pandémie du Covid-19 et au réseau de solidarité autour du Covid, autour des hôpitaux. Cette émission, vous pouvez y intervenir en appelant au 021 78 24 45. Je le dis pour ceux qui nous écoutent sur le streaming audio de Radio M. Il n'y a pas encore de Facebook Live aujourd'hui. Cette émission sera éditée dans les conditions du direct l'après-midi de ce mercredi. Encore mille merci. Nous sommes évidemment de tout cœur toujours avec notre présentateur Khaled Rani, détenu pour le 18e jour à la prison de Qoléa. Nous vous donnons rendez-vous au mercredi prochain. Merci encore à nos amis auditeurs et à très bientôt. Merci Sofiane. Merci. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.